Grand pèlerinage organisé en l'honneur de Mama Rosa par l'Association culturelle et de loisirs des Antillais de Sevran. Ce séjour aura lieu à San Damiano Monticeri la Fontanelle en Italie, lieu de culte et de dévotion envers Marie. Départ le vendredi 16 juin et retour le lundi 19 juin. L'hôtel et les repas sont compris. Prix adhérent 250 €, non adhérent 290 € et enfants de moins de 12 ans 200 €. Infoline au 06 80 70 73 26 ou 06 76 73 83 85. Martinique Actualité. Et pour commencer ce journal, quand les reins fonctionnent mal, ils laissent passer les protéines du sang dans les urines. Le sérum qui se trouvait dans le sang se transmet dans les tissus alentours, ce qui crée des œdèmes. Donc, si vous avez les paupières très gonflées le matin et un œdème des chevilles et des pieds le soir, c'est un facteur qui peut être inquiétant concernant le fonctionnement de vos reins. Cela peut être aussi les premiers signes d'un cancer. Il faut consulter votre médecin. Parlons maintenant de la qualité de l'air. L'air aujourd'hui est de qualité moyenne. Je vous le disais en titre, le SMIC a récemment augmenté de 2,19%. Cela représente 30 € net par mois de plus sur le salaire. Précisons que c'est la loi Pleven de 1952 qui a promulgué le salaire minimum. C'est aussi cette loi qui stipule l'obligation d'indexation du SMIC sur l'inflation dès lors que cette dernière dépasse 5%. L'augmentation opérée par le gouvernement suit donc la législation en cours depuis 70 ans. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, et le ministre délégué aux Outre-mer, Jean-François Carenco, sont actuellement en Guyane. Ils sont notamment venus rendre hommage à un grand chef coutumier qui servait dans l'armée française. Il a trouvé la mort dans un accident de pirogue au cours d'une opération contre des orpailleurs clandestins. Les deux ministres vont rencontrer les élus guyanais au moment même où ceux-ci ont voté un document qui réclame pratiquement l'autonomie de la Guyane. Pourtant, l'évolution institutionnelle n'est pas au menu de ces rencontres, en tout cas officiellement. Nous avons reçu de la collectivité territoriale de Martinique un communiqué que nous vous livrons in extenso. Il y a un an, cette présidente et président de collectivité signaient l'appel de Fort-de-France, marquant la fin du statu quo dans les politiques de l'État en Outre-mer et appelant le gouvernement à une refonte profonde des relations entre l'État et les pouvoirs publics locaux pour de nouvelles perspectives et pour lutter contre le mal-développement dont nos peuples vivent les conséquences au quotidien. Un an plus tard, c'est l'heure du bilan intermédiaire. Programmation du comité interministériel Outre-mer, la CIOM, mise à l'agenda de la réforme constitutionnelle, tenue de congrès, etc. Mais également l'occasion de se projeter sur les batailles à venir. À l'occasion de cette date anniversaire, les signataires de l'appel ont choisi de se réunir autour de la jeunesse de leur territoire qui les interrogeront pour l'occasion, réaffirmant ainsi leur unité face aux défis rencontrés par chacun de ces 6 pays dits d'outre-mer et déterminés à poursuivre les combats pour l'avenir de ces territoires, tels qu'exprimés dans cette interpellation au sursaut collectif lancée il y a un an. Cette rencontre sera accessible mardi 16 mai 2023 à 9h à partir d'un lien YouTube. Fin de citation. Nous vous avions signalé la foire agricole de Sainte-Marie. Elle s'est terminée par un spectacle de François Ladrézeau, accompagné de ses musiciens et de ses danseuses. On a noté également le très joli concert donné par les jeunes danseurs de la Maison du Bellay. Le public s'est déclaré très satisfait. Nous vous avions également signalé le concert donné par la Gendarmerie nationale devant le musée Franck A. Perret. C'était un quatuor de la garde républicaine, trompette, clarinette, saxophone. Là aussi, le public a été très content.
Pour mieux diagnostiquer le cancer de la prostate, mieux l'identifier aussi, le CHUM dispose désormais d'une technique d'avant-garde, la pose de graines d'or dans la prostate avant la séance de radiothérapie. Les 10 finalistes de la bourse Paille sont toutes des femmes. Entre la création de cheveux 100% végétal, la création de centres de sport et les accessoires de prêt-à-porter, il ne semble pas que le génie martiniquais se soit véritablement exprimé dans cette compétition cette année. Et si on se souvenait du parcours d'Emmanuel Macron ? Après avoir obtenu son diplôme en philosophie et sciences politiques à l'université Paris-Nanterre, Emmanuel Macron a intégré l'École nationale d'administration, ENA, et a obtenu son diplôme en 2004. Il a ensuite travaillé pendant 4 ans en tant qu'inspecteur des finances à l'Inspection générale des finances, IGF. En 2008, il quitte l'IGF pour rejoindre la banque d'affaires Rothschild et compagnie, où il touche 1 million d'euros en 2011. L'année suivante, il réussit à gagner la même somme, mais seulement en 4 mois. En 2012, il devient secrétaire général adjoint du cabinet de François Hollande. Il subit alors une baisse significative de son salaire, 15 000 euros bruts mensuels par mois. En 2014, devenu ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, il ne gagne, si on peut dire, que 9 940 euros bruts mensuels, mais il a le pouvoir. Cela ne dure que 2 ans, il veut davantage de pouvoir. Il démissionne et crée son propre parti, Renaissance. Il devient président de la République pour la première fois le 14 mai 2017. Il va le redevenir le 14 mai 2022 pour la 2e fois. À Rivière-Salée, des travaux de réparation d'ouvrages hydrauliques et de confortement de talus sont effectués depuis aujourd'hui, lundi 15 mai, au quartier Lao, de 8h à 16h. Ils vont durer 2 mois. Et toujours à Rivière-Salée, samedi le 17 mai, l'association Acier Trempé organise un vide-grenier au bourg de 7h à 15h. Samedi soir, la centaine de personnes qui se sont réunies à l'écomusée de Rivière-Pilote dans le cadre de la nuit des musées se sont déclarées ravies du spectacle auquel ils ont assisté, notamment la déclamation d'œuvres d'Éric Pézo et de Joël Buzz par Joby Bernabé. La soirée avait commencé par la visite du musée qui propose une histoire de notre île depuis les Amérindiens. Le gouvernement a publié ce dimanche au journal officiel le décret permettant le retour en poste des soignants non vaccinés contre le Covid. Ils étaient suspendus de leurs fonctions depuis août 2021. L'obligation de vaccination contre la Covid-19 prévue par la loi du 5 août 2021 est donc suspendue. Cela signifie que les soignants non vaccinés peuvent reprendre leur poste. Rappelons que le ministre de la Santé, François Braun, avait annoncé la réintégration prochaine de ces soignants au début du mois, après l'avis favorable de la Haute Autorité de Santé donné fin mars. Les conditions de ce retour, qui prévoient notamment que la personne suspendue se voit réintégrée dans le même poste ou un poste équivalent, ont été définies par le gouvernement il y a 2 semaines pour laisser aux hôpitaux et aux autres établissements de soins le temps de se préparer. Le gouvernement garde toutefois la possibilité de suspendre à nouveau les non-vaccinés si la pandémie de Covid-19 repart par le biais d'un nouveau décret. C'est dans l'air du temps, les jeunes Français sont de moins en moins attirés par l'armée. Cette dernière utilise tous les moyens pour inverser cette tendance. Ainsi, récemment, des officiers de la frégate Ventose, basée à Fort-de-France, se sont rendus au collège de Terreville pour tenter de sensibiliser les collégiens de 5e. Comme on voit, on s'y prend tôt.
Et puis la collecte organisée ce week-end par la Banque alimentaire a connu un franc succès, même si les chiffres n'ont pas encore été communiqués. Au moment où les signataires de l'appel de Fort-de-France fêtent la première année d'existence de cet appel, il est intéressant de rappeler ceci. Le président de la République a invité les élus ultramarins en septembre de l'an dernier à identifier les freins au développement, les besoins d'adaptation et de différenciation des normes et des politiques publiques afin qu'elles donnent leur pleine mesure dans les territoires d'outre-mer. Le gouvernement affirme avoir reçu des propositions des élus qu'il étudie actuellement, mais le président de la République a précisé que les affaires dites institutionnelles ne sont pas à l'ordre du jour. Or, c'est précisément de cela que veulent parler les signataires de l'appel de Fort-de-France. Notons qu'au mois de juin va se tenir un comité interministériel sur les Outre-mer, un SIOM. Le SIOM, explique le ministre délégué aux Outre-mer, vise à régler un maximum de problèmes, qu'ils soient simples ou compliqués. Il affirme avoir déjà eu plus de 200 rendez-vous avec des élus ultramarins. En réalité, il semble que le SIOM soit la réponse du gouvernement à la fameuse phrase du docteur Pierre Aliquer dans laquelle il prétendait que « nous sommes, nous, les ultramarins, les meilleurs spécialistes de nos propres affaires ». Le gouvernement pense au contraire que c'est dans la concertation que vont se régler les problèmes et il affirme avoir l'intention de s'y employer, c'est-à-dire d'installer cette concertation. Demain, mardi 16 mai, va se tenir sur la place des Fêtes de Sainte-Luce, le village de la prévention. De nombreux professionnels donneront des conseils sur la santé. Mais il sera possible également de faire un bilan de santé personnalisé, des dépistages de maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension artérielle, l'obésité et des dépistages bucco-dentaires seront réalisés. Et en vue des JO 2024 à Paris, le Crous demande aux étudiants de libérer leur logement. Les résidences doivent être vides de tout habitant à compter du 1er juillet 2024. Une annonce qui inquiète les syndicats étudiants qui demandent à ce que seuls les logements vides en été soient réquisitionnés. La stratégie militaire du Japon prend actuellement un tournant notable. À l'issue de la défaite du Japon dans la guerre du Pacifique face aux États-Unis et aux Alliés, l'article 9 de sa constitution stipulait « Le Japon renonce à jamais à la guerre en tant que droit souverain de la nation ». Mais aujourd'hui, la posture stratégique globale de l'archipel est en pleine mutation. Elle vise résolument à assurer la sécurité et la défense nationale. Sur les 5 ans à venir, le budget militaire nippon représentera 2% du PIB contre 1% actuellement, ce qui pourrait classer Tokyo parmi les 5 premiers acteurs de défense mondiaux. Les autorités nippones ont annoncé l'acquisition de moyens de contre-attaque leur permettant de frapper des bases ennemies avec des missiles à longue portée. Les États-Unis ont accepté de leur livrer des missiles de croisière Tomahawk, un privilège jusqu'ici octroyé au seul Royaume-Uni. Washington cherche ainsi à accroître l'interopérabilité avec les forces d'autodéfense nippones afin de renforcer la force de dissuasion de l'Alliance dans un Indo-Pacifique sous tension. Désormais, les FAD peuvent faire usage de la force dans certaines situations mettant en jeu des intérêts nationaux vitaux, la survie du Japon, ou bien s'il y a des menaces sur les droits constitutionnels des Japonais. Elles peuvent aussi porter secours à des pays amis, et cela sans limite géographique. Et cette évolution constitue en réalité une étape supplémentaire dans la normalisation de l'appareil de défense du pays. Le processus de militarisation du Japon est en grande partie la conséquence de l'accumulation des menaces régionales. C'est le résultat des premiers tirs balistiques nucléaires de la Corée du Nord dès 1998, mais également du différend qui s'exacerbe depuis 2010 avec la Chine autour des îles Senkaku. L'archipel s'est alors mis à développer une défense antimissile avec l'aide des États-Unis,
Ces derniers ont fortement encouragé et accompagné le Japon dans sa quête d'une posture stratégique plus affirmée à l'échelle régionale comme internationale. Tokyo soulignait de son côté le caractère défensif de sa démarche. Mais le fait est que désormais le Japon s'affiche comme un acteur stratégique majeur et confirme son rôle de premier plan et son engagement aux côtés des États-Unis dans la défense d'un Indo-Pacifique qu'ils veulent libre et ouvert d'accès à l'ensemble de la communauté internationale, tout en faisant partie intégrante d'un ordre international libéral. Cette posture ne plaît évidemment ni à la Chine ni à la Russie, qui dénoncent la militarisation débridée de l'archipel. 9 Saint-Luciens, dont des femmes et 2 adolescents, ont embarqué vendredi sur un canot à destination de Sainte-Lucie. Ils souhaitaient participer au festival de jazz de leur pays, mais dans le canal de Sainte-Lucie, l'embarcation surchargée par de nombreux bagages a fait naufrage. 2 personnes ont été secourues par un voilier qui passait par là. 6 autres récupérés par un avion de secours néerlandais ont été pris en charge par des unités de secours françaises, en particulier les 2 adolescents qui portaient des gilets de sauvetage. Ils se trouvaient à proximité du rocher du Diamant. Mais une 9e personne, une femme d'une 40aine d'années, a disparu tandis que sa fille de 19 ans a donc été sauvée. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.